Un sac de cocaïne, découvert dans la voiture de l'accusé lors d'un contrôle routier de routine, s'écrase sur la table des preuves. Affaire ouverte et close. Elsa Lewis est assise, impassible. À la table de la défense, sous le regard méprisant du jury entièrement blanc. Les agents Shaun Murphy et Julian Torres échangent de subtils sourires narquois tandis que le procureur range ses papiers avec panache et assurance. Le juge ajuste ses lunettes. Comment plaide l'accusé? Elsa se lève, la posture militairement droite. Non coupable, votre honneur. Ces policiers ont dissimulé ces preuves. Ils m'ont ciblé. Des moqueries fusent dans la salle d'audience. Le procureur lève les yeux au ciel pour le bénéfice du jury. Mais ces policiers sont loin de se douter qu'ils viennent de commettre la plus grosse erreur de leur carrière. 3 semaines plus tôt. La berline de luxe d'Elsa traverse un quartier aisé à majorité blanche. Elle revient d'une opération secrète à l'étranger, épuisée mais satisfaite du succès de la mission. Son téléphone sécurisé s'allume. Lewis, répond-elle. Confirmation de votre permission de 2 semaines. Son agent de la CIA lui répond. Le directeur vous adresse ses compliments pour Munich. Dites-lui que le colis est en sécurité, répond Elsa en apercevant une voiture de police devant elle. Merci de votre visite. Elle raccroche et adopte son identité d'identité. À quelques pâtés de maison de là, les agents Shaun Murphy et Julian Torres sont assis dans leur voiture de patrouille. Shaun tambourine des doigts avec impatience. Nuit noire, dans ces quartiers riches, il ne se passe rien. Julian, parcourant les pages de son téléphone, hausse les épaules. De l'argent facile. Shaun se redresse brusquement, apercevant la voiture d'Elsa. Eh bien, bonjour. Qu'est-ce qu'on a là? Julian suit son regard. Belle voiture. Trop belle pour quelqu'un comme elle dans ce quartier, répond Shaun, le ton changeant. Voyons voir ce qu'elle manigance. Julian hésite un instant, puis hoche la tête. C'est lui le calculateur. Toujours à l'affût des risques et des avantages. À toi de voir. Il démarre, suivant la berline d'Elsa. Elsa le remarque immédiatement. Le rétroviseur reflète les gyrophares. Et son esprit entraîné calcule les possibilités. Elle vérifie sa vitesse exactement à la limite. Tous les clignotants sont utilisés correctement. Aucune infraction. Elle comprend parfaitement ce qui se passe, mais conserve son air civilisé. Les gyrophares de la voiture clignotent. Elsa fait signe et se range parfaitement sur le bas-côté, s'immobilisant complètement. Elle pose les 2 mains sur le volant, visible. Les policiers s'approchent avec une coordination experte. En arrivant à la fenêtre d'Elsa, Shaun ne réalise pas que leur interaction est entièrement enregistrée par d'autres moyens que sa caméra piéton. Il s'approche délibérément, la main posée sur son étui. Le faisceau de sa lampe torche éclaire le visage d'Elsa, s'attardant plus longtemps que nécessaire. Permis et immatriculation, exige Shaun, sans donner d'explication. Puis-je vous demander pourquoi on m'arrête, agent? La voix d'Elsa reste parfaitement modulée. J'ai raté mon arrêt complet là-bas, mon Shaun sans effort. Permis et immatriculation. Maintenant. Elsa hoche la tête, ralentissant les mouvements. Ma carte grise est dans la boîte à gants et mon permis est dans mon sac à main. Je vais les chercher. Vas-y doucement. Dit Shaun avec impatience. Julian se recule, positionné pour couvrir sa partenaire. Il remarque le calme d'Elsa et l'interprète comme suspect plutôt que professionnel. Elsa lui fournit les documents. Shaun examine son permis de conduire, les sourcils froncés à la vue de l'adresse à Washington DC et de la pièce d'identité officielle. Employé du gouvernement? Le ton de Shaun devient agressif. Loin de Washington DC, je rends visite à de la famille, répond Elsa d'un ton posé. Dans ce quartier. L'incrédulité est palpable. Mon cousin travaille pour une famille ici. Lance-t-elle, la couverture étant rodée et plausible. Shaun échange un regard avec Julian. Sortez du véhicule, s'il vous plaît. Puis-je vous demander pourquoi? Je ne crois pas avoir enfreint. Sortez du véhicule, répète Shaun, la main posée plus visiblement sur son arme. Elsa reconnaît le danger. J'obtempère, agent. Mais je tiens à préciser officiellement que je ne consens pas à une fouille sans motif valable. Elle sort, gardant un équilibre parfait malgré la tension.
sa formation à la CIA lui permet d'afficher une nervosité appropriée tout en recensant chaque violation de procédure. Restez ici, ordonne Julian en désignant l'arrière du véhicule où Shaun commence à examiner sa voiture. Alors que Shaun disparaît au loin, Julian bloque la vue d'Elsa. Mais elle aperçoit Shaun mettre la main dans sa poche. J'ai trouvé quelque chose, annonce Shaun avec une surprise artificielle. Il ressort en tenant un petit sac en plastique rempli de poudre blanche. Regardez ce qu'on a là. Elsa plisse les yeux. Ce n'est pas à moi. Vous venez de le placer. L'expression de Shaun se durcit. Excusez-moi. Vous accusez un agent d'avoir falsifié des preuves. J'énonce un fait, répond Elsa d'un ton ferme. Ce n'était pas dans ma voiture avant que vous ne la fouilliez. Julian s'avance. Retournez-vous et mettez vos mains derrière le dos. C'est mal? Déclare Elsa clairement pour tout enregistrement. Je n'ai pas consenti à cette fouille et cette preuve a été dissimulée. Tais-toi et retourne-toi, rétorque Shaun. Elsa obtempère, sachant qu'une résistance aggraverait la situation. Le métal froid des menottes lui mord les poignets, volontairement serrés. Julian procède à une fouille qui s'éternise. Les lumières s'allument dans les maisons voisines. Des visages curieux apparaissent aux fenêtres. Les policiers ne tentent pas de dissimuler Elsa, la plaçant bien en évidence sous le lampadaire, où chacun peut assister à son humiliation. Shaun appelle des renforts, la voix forte. Nous avons un suspect récalcitrant aux stupéfiants. Nous demandons des renforts. J'ai été parfaitement coopérative, déclare Elsa clairement. Les voisins qui l'observent deviennent des témoins inconscients. Alors que Shaun la guide vers la voiture de patrouille. Il se penche vers elle. Vous auriez dû rester dans votre quartier. Julian ajoute avec un faux professionnalisme, Madame, la possession avec intention de redistribuer est une accusation grave. Puis chuchote, vous pensez toujours pouvoir vous en tirer. Par la fenêtre, Elsa observe les policiers fouiller son véhicule. Croyant que personne ne les observe, ils échangent un « high five ». Au poste, le traitement se poursuit avec une dégradation systématique. Le sergent de service lui jette à peine un coup d'œil tandis qu'on la photographie, qu'on relève ses empreintes digitales et qu'on la dépouille de ses effets personnels. Chaque agent la traite avec le même mépris dédaigneux. Tout au long de cette épreuve, l'esprit d'Elsa fonctionne avec une précision quasi mécanique. Elle note les noms, les numéros de badge, les violations de procédure. Les témoins, chaque détail est enregistré avec une mémoire parfaite. Sa formation à la CIA lui permet de paraître angoissée tout en gardant une parfaite connaissance de la situation. La porte de la cellule se referme derrière elle. Elle s'assoit sur le banc, la tête baissée, l'air abattu face aux caméras de surveillance. Dans l'intimité de sa cellule, l'expression d'Elsa se transforme, passant de victime à prédatrice, tandis qu'elle murmure « évaluation opérationnelle terminée ». Il est temps d'activer les contre-mesures. Le matin apporte la monotonie du système judiciaire. Elsa se tient devant un juge indifférent pour sa première comparution, écoutant la fixation de la caution. Un coup de fil, annonce ensuite l'agent, la conduisant vers un téléphone mural. Elsa compose un numéro, non pas pour sa famille ou un avocat classique, mais pour une ligne sécurisée de la CIA. Elle module sa voix pour paraître contrariée mais maîtrisée. « Salut, c'est moi », commence-t-elle, cette salutation ordinaire masquant l'activation d'un protocole. « Ouais, j'ai des ennuis. J'ai été arrêté hier soir. Ils ont caché de la drogue dans ma voiture. » Deux agents, Shaun Murphy et Julian Torres. Elle intègre des phrases codées qui transmettent des informations cruciales. Sa localisation, la nature de la compromission et la réponse spécifique requise. Pour tout observateur, elle ressemble à une femme en détresse appelant un ami, mais pour son responsable. Elle active la procédure de la CIA pour les agents compromis. J'ai juste besoin que tu contactes mon cousin à propos de ce dont nous avons discuté le mois dernier. Termine-t-elle en codant une demande de ressources spécifiques. 4 heures plus tard, la caution d'Elsa est versée par une femme d'âge moyen se présentant comme sa tante. L'argent provient de la CIA, mais les papiers révèlent un lien familial. Alors qu'elle est en train d'être libérée, Elsa surprend Shaun et Julian dans une pièce voisine. « Tu as vu sa tête quand tu as trouvé ce sac » s'exclame Shaun en riant. « Ça n'a pas de prix. Ces gens-là n'apprennent jamais. » Julian répond. « Ils débarquent dans nos quartiers comme s'ils y étaient.
Ça fait 3 ce mois-ci, poursuit Shawn. Torres et Murphy assurent la propreté des rues et un casier judiciaire impeccable. Ajoute Julian. Taux de condamnation parfait. Dans son appartement, Elsa entre dans sa chambre et active un mécanisme caché dans son placard. Un panneau coulisses, révélant une pièce sécurisée. Elle y entre. La pièce était équipée d'un équipement de surveillance sophistiqué, et Elsa activa le système avec une efficacité éprouvée. En quelques minutes, les dossiers personnels, l'historique des plaintes, les relevés financiers et les comptes de réseaux sociaux de Chat et Julian s'affichèrent sur ses écrans. Son téléphone sécurisé sonna, son responsable. Ce n'est pas officiel, commença-t-il. La position de la Y est que vous devriez vous retirer. Les accusations de drogue peuvent être discrètement abandonnées. Ça ne vaut pas la peine de compromettre votre position. Il ne s'agit pas que de moi, rétorqua Elsa fermement. Ces policiers ont une habitude. Ils abusent systématiquement de leur autorité, ciblant les minorités avec des preuves fabriquées de toutes pièces. Ce n'est pas notre juridiction, ce n'est pas notre problème, a répondu son responsable. Même si son ton suggérait un désaccord personnel. C'est devenu notre problème lorsqu'ils ont ciblé un agent fédéral, a soutenu Elsa. J'ai besoin de ressources, minimales et irréfutables. Un long silence. Qu'est-ce que tu prévois exactement? Justice, répondit simplement Elsa. Dans les règles, avec le système, mais avec toutes les preuves requises. Un autre silence. Soutien limité. Rien qui puisse exposer l'agence. Après avoir terminé l'appel, Elsa a contacté Manurva Chen, une brillante analyste technique de son équipe de la CIA actuellement en congé. J'ai besoin de ton aide, expliqua Elsa en décrivant la situation. C'est salaud, répondit Manurva. De quoi avez-vous besoin? Votre expertise technique, en toute discrétion. Ensemble. Ils ont contacté Irving Walker, un ancien procureur devenu avocat de la défense connu pour s'occuper des affaires de mauvaise conduite policière. Mademoiselle Lewis l'accueillit Irving dans son bureau. C'est malheureusement courant, mais prouver des preuves fabriquées de toutes pièces est extrêmement difficile. J'ai des ressources. Répondit prudemment Elsa, et je suis prête à me battre jusqu'au bout. Irving l'observa. La plupart des gens dans votre situation acceptent une négociation de peine. Je ne suis pas comme la plupart des gens, répondit Elsa, le regard fixe. Et ce n'est pas seulement mon cas. Alors qu'Elsa finalisait sa stratégie. Son agent l'appela pour lui annoncer une nouvelle alarmante. L'agent Chat Murphy avait des liens avec une affaire sur laquelle elle avait travaillé 3 ans auparavant. L'audience préliminaire s'est déroulée dans une salle d'audience lambrissée, imprégnée d'indifférence institutionnelle. Elsa était assise à côté d'Irving, sa posture impeccable. Ne révélant rien des calculs stratégiques cachés derrière son calme apparent. Le procureur Thomas Grant s'est approché de la table des preuves avec une confiance éprouvée. Plaçant le sac en plastique contenant de la cocaïne devant le juge. Votre honneur, lors d'un contrôle routier de routine. Les agents Murphy et Torres ont découvert cette substance réglementée cachée sous le siège conducteur. La quantité suggère une intention de distribution. Grant a présenté les images de la caméra corporelle, commençant commodément après le début du contrôle routier, montrant uniquement la découverte des preuves et l'arrestation d'Elsa. Shawn a été le premier à témoigner, avec un comportement professionnel et sérieux. Il a raconté le contrôle routier avec une aisance maîtrisée. L'accusé s'est montré argumentatif dès le début. Shawn a témoigné que le mensonge coulait à flot. Son comportement nerveux suggérait une activité criminelle. Irving a pris des notes mais n'a pas interrompu. Permettant à Shawn de construire la fabrication qui le piégerait plus tard. Et quand vous avez fouillé le véhicule, qu'avez-vous trouvé? Un sac contenant environ 28 grammes de cocaïne caché sous le siège conducteur, répondit Shawn avec sérieux. D'après ma formation, cette quantité indique une intention de vente. Julian a suivi, son témoignage s'alignant parfaitement avec le récit de son partenaire, ajoutant des détails à l'appui tout en évitant soigneusement les incohérences potentielles. Lorsque le contre-interrogatoire a commencé, Irving s'est levé avec une désinvolture trompeuse. Agent Murphy, à quelle heure avez-vous activé votre caméra corporelle lors de ce contrôle routier? Shawn hésita. Dès que je me suis approché du véhicule, conformément au règlement du service. Intéressant, répondit Irving. Pourtant.
L'horodatage commence plusieurs minutes après le contact initial. Pouvez-vous expliquer cette différence? Dysfonctionnement technique, répondit Shaun d'un ton calme. Ça arrive parfois. Irving hocha la tête comme s'il acceptait cette explication, puis se retourna. Combien de plaintes pour profilage racial ont été déposées contre vous au cours de votre carrière? Objection. Interrompit Grant. Hors sujet et préjudiciable. Soutenu. Le juge a acquiescé. Irving changea de stratégie. Agent Murphy. Veuillez nous expliquer exactement quand et comment vous avez obtenu un motif raisonnable pour fouiller le véhicule de Madame Lewis. Alors que Shaun naviguait sur ce terrain plus difficile. Julian bougea sur son siège, la première fissure visible dans sa façade confiante. Dans la galerie, Elsa observait un homme qui regardait avec une intensité inhabituelle. Grâce à sa formation. Elle l'a identifié comme étant Michael Reeves, un enquêteur des affaires internes qui surveillait Shah et Julian depuis des mois. Pendant ce temps, à l'extérieur de la salle d'audience. Manurva travaillait depuis un endroit sécurisé, piratant les caméras de circulation et les systèmes de sécurité à proximité du lieu d'arrestation. Compilant des images qui racontaient une histoire très différente. Le juge a estimé qu'il y avait suffisamment de preuves pour procéder au procès, mais l'interrogatoire d'Irving avait semé le doute. À la fin de l'audience, le téléphone de Shaun a vibré et un SMS provenant d'un numéro inconnu est arrivé. Nous savons ce que tu as fait. Pas seulement à elle, à eux tous. Les 2 semaines précédant le procès ont transformé la chambre sécurisée d'Elsa en centre de commandement. Plusieurs écrans affichaient des chronologies, des registres de preuves et des images de surveillance. Les doigts de Manurva parcouraient son clavier, ouvrant des portes numériques devant son expertise. J'ai trouvé une tendance, a annoncé Manurva. Cette cas ces 2 dernières années. Tous issus de minorités, tous dans des quartiers aisés, tous avec des preuves dissimulées lors de contrôles routiers de routine. Elsa a examiné les données. Toutes poursuivies par Thomas Grant. 6 des 7, a confirmé Manurva, et tous ont abouti à des condamnations ou à des accords de plaidoyer. Irving entra. Muni de documents juridiques. J'ai déposé des requêtes pour inclure des preuves de pratique, mais Grant se bat pour les exclure, car elles sont préjudiciables. Le juge Hamilton s'est montré favorable à la position de l'accusation. Nous avons besoin de plus, a-t-il décidé. Ce soir-là. Elsa rencontre Michael Reeves dans un restaurant quelconque loin de leurs 2 territoires. Officieusement, commença Reeves, je monte un dossier contre Murphy et Torres depuis des mois. Ils sont prudents. Les plaintes internes sont enterrées. Les témoins sont intimidés. Les preuves disparaissent. Mais continue à regarder, observa Elsa. 15 ans dans les affaires internes vous apprennent la patience, a répondu Reeves, mais je n'ai jamais eu de victime prête à riposter avec des ressources. Il glissa une serviette sur laquelle étaient écrites des notes manuscrites, les procédures du département qu'ils avaient violées lors de l'arrestation d'Elsa. Je ne peux pas témoigner. Mais cela vous donne une feuille de route. De l'autre côté de la ville, Shaun arpentait son salon, agité. Son téléphone affichait un autre message anonyme. Les relevés financiers de votre partenaire font état de dépôts inexpliqués. Votre femme est-elle au courant de l'existence du compte offshore? Julian arriva. Son attitude posée brisée par l'inquiétude. Il faut qu'on parle de ces messages. Quelqu'un nous observe. Affaires internes, a spéculé Shaun. Plus sophistiqué. Julie a découvert. Ils savent des choses auxquelles l'IA n'aurait pas accès. Nous avons été prudents, a insisté Shaun. Peut-être pas assez prudents. Julian a étudié son partenaire. Dans cette affaire Lewis. Quelque chose cloche. Elle est trop calme, trop préparée. Le lendemain matin, Elsa et Irving ont rencontré le procureur Grant. Son expression suggérait qu'il faisait preuve d'une généreuse courtoisie. Possession intentionnelle, réduite à simple possession, proposa Grant. 12 mois de probation, pas de prison. Au vu des preuves, c'est plus que juste. Irving regarda Elsa, son expression neutre mais ses yeux communiquant que cela pourrait être leur meilleure option. Elsa rencontra directement le regard de Grant. Je ne plaiderai pas coupable pour quelque chose que je n'ai pas fait, surtout s'ils l'ont fait délibérément. Ça se termine au tribunal. Avec la vérité révélée. Grant soupira.
Votre avocat devrait vous informer que le témoignage de l'agent a un poids considérable auprès des jurys. Ça ne finira pas bien pour vous. On verra bien, répondit Elsa en se levant pour partir. Alors que Manurva décodait les dernières images de surveillance montrant les officiers en train de placer des preuves. Elle a découvert un troisième officier observant à distance, enregistrant tout. La salle d'audience était animée par une tension intense au début du procès. Les médias locaux ont repris l'histoire. Un employé du gouvernement accusait les policiers d'avoir fabriqué des preuves. La galerie était pleine de spectateurs, dont plusieurs des précédentes victimes de Chat et Julian. Le juge Hamilton a ouvert l'audience. Le procureur et Irving ont tous deux confirmé qu'ils étaient prêts à procéder. Thomas Grant s'est approché du jury pour sa déclaration d'ouverture. Sa confiance palpable. Mesdames et messieurs, cette affaire est simple. Deux agents expérimentés ont effectué un contrôle routier légal et découvert des stupéfiants. Les preuves sont claires. Les témoignages concordent et la loi est sans ambiguïté. Il fit un geste vers Elsa. L'accusation du défendeur n'est pas seulement infondée. L'introduction d'Irving offrait un contraste saisissant, mesuré et méthodique. Cette affaire ne concernait pas la drogue, mais un abus de pouvoir. Les preuves démontreraient que les agents Murphy et Torres avaient des antécédents avérés de ciblage des minorités, de perquisitions illégales et de falsification de preuves. Madame Lewis n'avait commis aucun crime, elle avait simplement traversé le mauvais quartier avec la mauvaise couleur de peau. L'accusation a présenté ses arguments avec une emphase théâtrale. Le sachet de cocaïne a été présenté au jury, et le technicien du laboratoire criminel a témoigné de sa pureté. Sa valeur marchande était d'environ 2800 $. Ce qui suggérait une sophistication allant au-delà d'un usage occasionnel. Shawn et Julian ont témoigné l'un après l'autre. Leur témoignage parfaitement aligné après une préparation avec le procureur. Ils ont décrit Elsa comme conflictuelle et évasive. Plusieurs membres du jury ont acquiescé. Leurs expressions reflétant une confiance implicite dans les forces de l'ordre. Au centre de commandement, Manurva a percé les relevés téléphoniques cryptés de Julian. Son écran était inondé de SMS. Des dizaines d'échanges entre Shawn et Julian au sujet de leur collection de preuves dissimulées. Torres préfère les quartiers riches, plus de distinction, moins de risques. Ces gens ne veulent pas d'ennui. Dont Murphy observe les minorités privilégiées se rendre compte qu'elles ne sont pas intouchables. Ça n'a pas de prix. Manurva a compilé les échanges les plus accablants, les transmettant en toute sécurité à Irving quelques minutes avant le contre-interrogatoire. Dans la salle d'audience. Irving s'est adressé à Julian avec une désinvolture délibérée. Agent Torres, vous avez témoigné avoir travaillé avec l'agent Murphy pendant 4 ans, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Et vous considérez-vous comme une équipe efficace? L'une des meilleures du service, a confirmé Julian avec assurance. Irving hocha la tête pensivement. Vous avez procédé à de nombreuses arrestations ensemble. Oui, monsieur. Notre bilan d'arrestation parle de lui-même. Tout à fait, acquiesça Irving, avant de changer brusquement de cap. Agent Torres, vous souvenez-vous avoir envoyé un SMS à l'agent Murphy le 17 mars, disant « North Oakwood est devenu trop prudent. Essayons West Ridge pour des arrestations plus faciles ?» Julian perdit son sang-froid. Je ne m'en souviens pas, cela vous rafraîchira peut-être la mémoire, poursuivit Irving en montrant une transcription. Pièce à conviction 47, votre honneur. Obtenu par assignation à comparaître auprès de l'opérateur de télécommunications. Le procureur se leva d'un bond. Objection. L'avocat de la défense a présenté des preuves qui n'avaient pas été présentées lors de la communication préalable. Votre honneur, rétorqua Irving. Ces documents ont été obtenus par assignation à comparaître la semaine dernière. L'accusation en a reçu les copies comme demandé. J'ai l'accusé de réception ici. Le juge a examiné le document. Objection rejetée. Le témoin répondra. Julian fixait la transcription, évaluant visiblement ses options limitées. Tandis qu'il balbutiait des explications peu convaincantes. Les portes du tribunal s'ouvrirent et une femme en tailleur entra, tendant à Irving une enveloppe scellée et classée confidentielle. L'arrivée de l'enveloppe fit immédiatement sensation dans la salle d'audience. Le marteau du juge Hamilton claqua contre le bloc sonore. Approchez-vous du banc, messieurs les conseillers. Irving. Document en main, rejoignit le procureur devant le juge.
Leur conversation à voix basse devint de plus en plus intense. Le visage du procureur rougit tandis que l'expression du juge passa de l'irritation à l'inquiétude. Pause de 20 minutes, annonça brusquement le juge Hamilton. La salle d'audience se vida avec une obéissance réticente. Shawn se pencha vers Julian, chuchotant avec urgence, mais Julian garda son regard fixé vers l'avant. Son esprit stratégique calculant des voies d'évacuation qui n'existaient plus. À la reprise des audiences, l'atmosphère avait changé. 3 nouveaux personnages occupaient le dernier rang. Des fonctionnaires en costume sombre. La confiance du procureur s'était évaporée. Votre honneur, commença Irving, la défense appelle le docteur Eliza Richardson à la barre. Une femme d'une 50aine d'années s'est approchée. Après avoir prêté serment, elle a présenté ses qualifications. Je suis directrice de l'analyse vidéo judiciaire à Quantico. Avec une habilitation de sécurité de niveau 5. Dr Richardson, avez-vous analysé les séquences vidéo liées au contrôle routier et à l'arrestation d'Ilsa Lewis? Oui, a-t-elle confirmé. Mon équipe a traité des images provenant de sources multiples, notamment des caméras de circulation, des systèmes de sécurité et des appareils d'enregistrement spécialisés. Un écran apparut. Les images retouchées commencèrent à défiler, parfaitement nettes malgré la distance. Elles montraient le contrôle routier complet. Avec des images irréfutables de Shawn sortant un petit sac de sa poche avant de le découvrir dans la voiture d'Ilsa. Des exclamations de surprise parcoururent la salle d'audience. Les jurés échangèrent des regards incrédules. Objection, s'exclama le procureur, désespéré. La défense n'a pas établi la chaîne de possession de ces preuves. Dr Richardson. Pouvez-vous confirmer l'authenticité de ces images? Je peux, a-t-elle affirmé fermement. Nous avons vérifié les signatures numériques et les horodatages. Ces images n'ont subi aucune modification. Le juge a rejeté l'objection. Irving se tourna vers Elsa. Votre honneur, j'aimerais appeler Ilsa Lewis à la barre, non pas en tant qu'accusé, mais en tant que témoin expert en sa qualité d'agente des opérations de la CIA, spécialisée dans les enquêtes anticorruption. La salle d'audience s'est enflammée. Le marteau du juge Hamilton a claqué à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli. Le visage de Shawn se vida de toutes couleurs. Julian resta parfaitement immobile. L'esprit calculateur derrière son regard désormais concentré uniquement sur sa survie. Après une autre conférence devant le tribunal, Elsa s'est approchée de la barre avec une confiance mesurée. Le masque de l'accusé remplacé par la présence imposante d'un agent fédéral. Agent Lewis, commença Irving, à quel titre êtes-vous employé? Je suis responsable des opérations à la CIA. Spécialisé dans les enquêtes anticorruption et d'intégrité institutionnelle, a répondu Elsa sans détour. J'occupe ce poste depuis 12 ans. Votre présence dans le quartier le 17 avril était-elle liée à vos fonctions officielles? Non, répondit Elsa. J'étais en permission suite à une opération à l'étranger. Le contrôle routier n'était lié à aucune enquête officielle. Pourtant, vous avez témoigné que les agents Murphy et Torres avaient placé des preuves dans votre véhicule. Comment pouvez-vous en être certain? Ilsa se pencha légèrement en avant. Le protocole standard de la CIA exige que les véhicules des agents de terrain soient équipés de plusieurs dispositifs d'enregistrement dissimulés. Une mesure de sécurité protégeant à la fois l'agent et l'agence. Mon véhicule est équipé de 6 dispositifs de ce type, qui enregistrent les données audio et vidéo sous tous les angles. De nouvelles images ont commencé à être diffusées, cette fois depuis l'intérieur du véhicule, montrant clairement la main de Shawn plaçant la preuve sous le siège. Au-delà des preuves vidéo, ma formation comprend un sens aigu de l'observation, a ajouté Elsa. J'ai documenté chaque violation de procédure et j'ai remarqué que l'agent Murphy avait sorti le paquet de stupéfiants de sa poche droite environ 17 secondes avant de le découvrir dans mon véhicule. Irving hocha la tête. Agent Lewis, votre enquête a-t-elle permis de comprendre pourquoi vous avez été spécifiquement ciblé? C'est vrai, confirma Elsa. Son regard se tournant brièvement vers Shawn. Le frère de l'agent Murphy, Michael Murphy, a été arrêté il y a 3 ans lors d'une opération à laquelle j'étais indirectement impliqué. Je n'avais jamais rencontré Shawn auparavant, mais il a découvert mon identité grâce aux bases de données du service. Il semble qu'il guettait une opportunité. Cette révélation a complètement transformé l'affaire, passant d'une simple accusation raciste à un ciblage délibéré d'un agent fédéral.
Une infraction beaucoup plus grave ayant des implications en matière de sécurité nationale. La salle d'audience resta muette, stupéfaite. Plusieurs jurés fixaient Shaun et Julian avec un mépris non dissimulé. Pas d'autres questions, votre honneur, conclut Irving. Le procureur s'est levé pour le contre-interrogatoire. Sa confiance antérieure remplacée par la volonté de limiter les dégâts. Agent Lewis, si vous étiez injustement ciblé. Pourquoi ne pas simplement vous identifier comme agent fédéral lors du contrôle routier? Pour 2 raisons, expliqua calmement Elsa. Premièrement, révéler son affiliation à la CIA n'est autorisé qu'en cas de danger de mort. Deuxièmement, cela aurait empêché la documentation d'un ensemble de comportements répréhensibles affectant des citoyens ordinaires privés de cette protection. Le procureur a tenté de poser plusieurs questions supplémentaires, chacune renforçant le témoignage d'Elsa au lieu de l'affaiblir. Finalement, il a cédé avec un « pas d'autres questions » résigné. Tandis qu'Elsa retournait à sa place, son regard se posa sur Shaun et Julian. L'espace d'un instant, le masque professionnel tomba, révélant la froide détermination qui se cachait sous ses yeux. Alors qu'Elsa concluait son témoignage, elle regarda directement Shaun et Julian. « Et messieurs, c'est exactement ce que je suis autorisé à révéler en audience publique. » Le ministère de la Justice a annoncé la création d'un groupe de travail spécial chargé d'examiner tous les dossiers traités par les agents Murphy et Torres tout au long de leur carrière. La procureure fédérale Caroline Daniels se tenait devant les micros, l'air grave. Les preuves de mauvaise conduite sont suffisamment préoccupantes pour justifier un examen approfondi. A-t-elle déclaré. Toute personne qui pense avoir été accusée à tort sur la base du témoignage de ses agents doit contacter immédiatement notre bureau. Au sein du quartier général de la police. Les réunions d'urgence se succèdent rapidement au sein de la chaîne de commandement. Le chef de police Raymond Wilson convoque son état-major. Conscient que le service est désormais confronté à une grave crise de confiance. Il entame la réunion dans un silence tendu, la gravité de la situation étant palpable. 2 agents ont potentiellement empoisonné des centaines de dossiers, sapant des décennies de travail de sensibilisation communautaire durement gagné. Je veux un examen immédiat de chaque dossier qu'ils ont traité, ordonne-t-il fermement. Le chef adjoint Martinez pose la question que tout le monde redoute, monsieur. Les premiers éléments suggèrent que le personnel d'encadrement était peut-être au courant de ce schéma. Jusqu'où va cette enquête? Le visage du chef se durcit. Jusqu'au fond. Personne n'est indemne. L'enquêteur des affaires internes Michael Reeves présente son dossier aux enquêteurs fédéraux. Ce qui était autrefois une enquête soigneusement gardée se déroule désormais sous le regard attentif du public. Je surveille leurs activités depuis 19 mois, explique Reeves. Au moins 23 personnes semblent avoir été faussement accusées sur la base de preuves similaires fabriquées de toutes pièces. Devant le commissariat. Des militants locaux organisent une manifestation qui prend de l'ampleur d'heure en heure. Leurs appels à la responsabilité résonnent dans les rues du centre-ville. Leurs pancartes portant les noms de ceux qui ont été injustement condamnés. Dans le bureau du procureur, Thomas Grant est confronté à ses propres conclusions. La procureure Eleanor Kim ferme la porte de son bureau avec un calme absolu. Expliquez-moi, commence-t-elle d'un ton dangereusement calme. Comment vous avez pu passer à côté ou ignorer plusieurs signaux d'alerte dans les dossiers de ces policiers? Le sang-froid professionnel de Grant se brise. Les plaintes contre eux ont toujours été jugées infondées. Leur témoignage concordait, insiste-t-il. Kim l'interrompt sèchement, trop parfait, trop cohérent, trop commode. Un examen de base aurait dû soulever des questions bien avant qu'un agent de la CIA ne soit contraint de révéler cela en audience publique. Grant déglutit difficilement. Et maintenant? Demande-t-il. Le comité d'éthique examinera tous vos dossiers impliquant ces agents, déclare Kim. En attendant, vous êtes en congé administratif. Dans le cabinet du juge Hamilton. Un processus d'examen exténuant commence, qui mobilisera les ressources du tribunal pendant des mois. Son greffier présente la première pile de dossiers. Des condamnations antérieures fondées principalement sur les témoignages de Shaun et Julian. Commencez par ceux qui sont encore incarcérés, ordonne le juge. Il y en a 17, monsieur. Confirme le commis. Le juge retire ses lunettes, paraissant soudain plus âgé. Comment avons-nous pu passer à côté de ça? Ils ont témoigné dans ma salle d'audience des dizaines de fois. Le système leur a fait confiance, monsieur, répond doucement le commis. Une confiance qu'ils ont instrumentalisée,
répond Hamilton d'un ton sombre. Elle prend fin aujourd'hui. Elsa rencontre en privé les familles d'autres victimes. Elle s'assoit avec Maria Gutiérrez, dont le fils a passé 14 mois en prison après que Shawn et Julian ont affirmé avoir trouvé de la cocaïne dans sa camionnette de livraison. Ils ont dit que personne ne le croirait. À cause de 2 policiers, explique Maria, les larmes aux yeux. L'avocat commis d'office lui a dit d'accepter l'accord de plaidoyer ou de risquer 10 ans. Elsa prend les mains de la femme dans les siennes. L'enquête fédérale donnera la priorité à son dossier. Je m'en suis assuré. Comment pouvons-nous combattre un système aussi puissant? Demande Maria, la voix tremblante. En étant plus stratégique, plus persévérant et absolument acharné, répond Elsa fermement. Je mets votre famille en contact avec Irving Walker. Il prend ses dossiers en charge bénévolement et dispose désormais de toutes les preuves nécessaires. Dans une salle de conférence sécurisée à l'anglais, le directeur de la CIA, James Montgomery, examine la situation avec le responsable d'Elsa. Le risque d'exposition, demande Montgomery. Minimal, confirme Clark. L'agent Lewis a conservé sa couverture de manière appropriée jusqu'à ce que la nécessité légale l'en dicte autrement. Sa décision de révéler son statut était judicieuse d'un point de vue tactique. Les implications sécuritaires plus larges d'un agent délibérément ciblé sont notre principale préoccupation. Clark poursuit. Nous menons un examen interne pour déterminer si le ciblage de Lewis par Shawn Murphy représente une faille de sécurité plus importante. Tandis que ses réponses institutionnelles se dévoilent. Un moment plus personnel se produit dans le bureau d'Irving Walker. Lui et Elsa passent en revue la cascade de développement déclenchée par leur affaire. Ces dossiers sont déjà programmés pour examen, note Irving avec satisfaction. Le juge Hamilton a personnellement donné la priorité aux personnes encore incarcérées. Et les officiers? Demande Elsa. Shawn fait face à de multiples accusations fédérales, violation des droits civiques, falsification de preuves, parjure et représailles contre un agent fédéral. L'avocat de Julian envisage déjà une coopération en échange d'une certaine clémence. Le téléphone sécurisé d'Elsa vibre et reçoit un message chiffré. Elle le consulte, momentanément surprise. Un problème, demande Irving. Bien au contraire, répond Elsa. Des preuves supplémentaires ont émergé. Il semble que le comportement de Shawn et Julian n'était pas seulement toléré, mais qu'il faisait partie d'une stratégie officieuse du service. Le commandement les a dirigés vers des quartiers spécifiques, créant ainsi un déni plausible tout en tirant profit des statistiques générées par leurs arrestations. Alors que l'enquête s'élargit, un fichier apparaît sur le serveur sécurisé d'Elsa, des preuves suggérant que le comportement de Shawn et Julian a été activement encouragé par des fonctionnaires de haut rang. L'audience préliminaire de Shawn Murphy et Julian Torres se déroule dans une salle d'audience fédérale bien plus grande que celle où l'affaire Elsa a débuté. Tous les sièges sont occupés. Représentants des médias, membres de la communauté et anciennes victimes, dont la présence offre un témoignage silencieux et puissant de vie bouleversée. La procureure fédérale Caroline Daniels présente les arguments du gouvernement avec méthode. Les preuves démontreront que ces policiers ont délibérément violé les droits civiques pendant des années, ciblant les minorités avec des preuves fabriquées de toutes pièces. Ce qui a donné lieu à des emprisonnements arbitraires qui ont dévasté des familles et des communautés. Shawn est assis, raide dans son costume, les mâchoires visiblement contractées. Julian paraît plus résigné, son esprit calculateur ne considérant que des options limitées. Les preuves se dévoilent sans relâche, vidéos, SMS. Relevés financiers montrant des dépôts inexpliqués et témoignages d'anciennes victimes. À chaque présentation, le fossé entre les anciens partenaires se creuse, leur unité s'effrite. Lors d'une pause, l'avocat de Julian s'approche de la table de l'accusation. La conversation qui s'ensuit aboutit à ce que Julian soit escorté jusqu'à une salle de conférence privée. À la reprise de l'audience, l'avocat de Julian s'adresse au juge. Votre honneur, mon client souhaite coopérer pleinement à l'enquête. En échange de sa prise en compte lors de la détermination de la peine, l'agent Torres fournira un témoignage complet sur les pratiques du service et l'étendue des fautes commises. Les spectateurs murmurent tandis que la tête de Shawn se tourne vers son ancien partenaire. L'incrédulité et la trahison gravées sur ses traits. Le témoignage de Julian débute par un détachement clinique. Sa tendance naturelle au calcul se concentre désormais sur la minimisation de ses propres conséquences. Le ciblage des minorités dans les quartiers aisés n'était pas aléatoire.
Il s'inscrivait dans une politique départementale officieuse appelée « Application des normes communautaires ». Veuillez expliquer cette politique, demande le procureur. Les responsables ne l'auraient jamais explicitement exprimé par écrit, explique Julien. Mais la directive était claire. Préserver le caractère de certains quartiers en créant des prétextes pour arrêter des individus qui n'y avaient pas leur place. Ceux qui correspondaient au profil principalement des minorités circulant dans les quartiers riches sont devenus des cibles. Et les preuves dissimulées? Au départ, nous nous concentrions sur les infractions réelles ou immatriculations expirées. Infractions mineures au code de la route, mais le service a davantage récompensé les arrestations pour trafic de drogue. Promotion, heures supplémentaires. Mission spéciale, le système de primes était clair. Qui a autorisé cette approche? Le capitaine James Reynolds a créé le programme non officiel. Le lieutenant Thomas l'a mis en œuvre. Le sergent William Foster a supervisé directement le programme. Julien cite les noms avec une efficacité sereine. Shaun finit par perdre son sang-froid. Il se lève brusquement. Le visage crispé par la rage. Espèce de menteur. Tu étais à fond. Tu gardais les archives. Tu planifiais les quartiers. Maîtrisais le défendeur. Ordonne le juge tandis que les agents fédéraux se déplacent pour contrôler Shaun. Shaun continue, la voix s'élevant à chaque mot. Vous n'avez rien à faire dans ces quartiers. Aucun d'entre vous n'y a sa place. On s'efforçait de maintenir les choses comme elles sont censées être. Son accès de colère dégénère en insultes et menaces racistes explicites. Choquant même son propre avocat. Les huissiers expulsent Shaun de la salle d'audience, sa haine sans phare résonnant dans le couloir. Lorsque les débats reprennent, Julien poursuit son témoignage. Révélant un groupe de messagerie départementale où les agents ont partagé des histoires de réussite d'arrestation fabriquées et ont discuté de stratégies de ciblage. Nous avons appelé cela du jardinage communautaire, éliminer les indésirables, explique Julien, son ton clinique rendant le racisme encore plus effrayant. Les officiers qui ont exprimé des inquiétudes ont été exclus des missions spéciales et des promotions. 3 officiers de haut rang sont directement impliqués. À la fin de la journée, les agents fédéraux exécutent des mandats de perquisition au commissariat, saisissant des dossiers et des appareils électroniques. Le lendemain matin, Shaun se présente à son audience de mise en liberté sous caution avec un nouvel avocat. Son attitude a complètement changé, le masque professionnel a disparu. Révélant les préjugés crus qui se cachent derrière. Le procureur s'adresse au tribunal, compte tenu de son emportement d'hier et de la gravité de ses accusations. Le gouvernement demande une détention provisoire sans caution. Le juge observe Shaun, qui lui lance un regard de défi, et la libération sous caution est refusée. L'accusé a démontré qu'il représente un danger pour la communauté. Tandis que Shaun est emmené, Julien reçoit son propre jugement substantiel, mais réduit en reconnaissance de sa coopération. Avant de sortir, Julien marque une pause et croise le regard d'Elsa, assise à la tribune, observant la scène. « Je suis désolé, dit-il, les mots inadéquats face à l'ampleur du mal infligé. » Elsa le salue d'un léger hochement de tête, consciente que si le remords n'efface pas le mal, il représente une étape nécessaire vers la justice. Non seulement pour elle-même, mais pour toutes les personnes dont la vie a été bouleversée par cette corruption. Alors que les policiers sont emmenés menottés, Elsa reçoit un appel de son directeur de la CIA. L'affaire a révélé des failles critiques dans la protection des agents. 6 mois ont transformé des promesses abstraites en réformes concrètes. Le service de police regorge d'équipes de mise en œuvre tandis que de nouveaux protocoles remodèlent les comportements institutionnels. Le chef Wilson s'adresse à un groupe mixte d'agents et de représentants civils de la surveillance. Chaque interaction avec le public est désormais enregistrée en continu. De l'observation initiale à la conclusion. Aucune exception, aucun dysfonctionnement. Un sergent chevronné lève la main. Monsieur, qu'en est-il de la confidentialité? La vie privée des civils est protégée par des contrôles d'accès stricts, répond le chef, mais la conduite des agents n'est plus seulement une question de confiance. La vérification devient une procédure standard. Le nouveau conseil de surveillance civile se réunit dans une salle de conférence réaménagée. Son autorité étant renforcée par un pouvoir d'assignation à comparaître et une capacité d'enquête indépendante. 12 membres, au parcours et expériences divers. Examine les images des caméras corporelles avec l'attention méthodique auparavant réservée aux affaires internes.
cette affaire illustre parfaitement pourquoi les délais entre l'enregistrement et la publication sont problématiques, souligne la présidente, le Dr Helen Jackson, juge à la retraite. Les agents Murphy et Torres ont exploité ces lacunes procédurales à maintes reprises. Au-delà des changements techniques, le service est en pleine reconstruction culturelle. La formation obligatoire sur les préjugés comprend désormais des scénarios concrets directement inspirés des affaires Murphy-Torres. Avec une identification claire des signes avant-coureurs et des procédures de signalement. Reconnaître les préjugés ne suffit pas. Le consultant en diversité explique. Nous mettons en œuvre une politique de tolérance zéro assortie de conséquences spécifiques. Le mécanisme de signalement contourne la chaîne de commandement si nécessaire, garantissant ainsi que les préoccupations soient transmises à une supervision appropriée, quel que soit le niveau hiérarchique du problème. Plusieurs agents démissionnent plutôt que de s'adapter aux nouvelles normes. Leur départ ouvre des postes à un recrutement plus diversifié, plus représentatif de la composition de la communauté. Ceux qui restent suivent une formation approfondie et sont soumis à des évaluations psychologiques régulières. L'accent est désormais mis non plus sur les statistiques d'arrestation, mais sur les indicateurs d'engagement communautaire, ce qui modifie fondamentalement les normes d'évaluation des performances. Au centre-ville, le conseil municipal crée un fonds d'indemnisation pour les victimes d'arrestations injustifiées et de faux témoignages. Ce processus simplifié reconnaît que la justice exige plus que des changements de politique. Il exige une réparation concrète pour des préjudices spécifiques. Nous avons approuvé 19 demandes à ce jour, rapporte l'administrateur aux membres du conseil. L'indemnisation comprend des règlements financiers, une aide à la radiation, des possibilités de formation et des services de conseil au sein de la CIA. Elsa dirige désormais un groupe de travail spécialisé chargé d'élaborer de nouveaux protocoles pour la protection des agents et la surveillance de la police de proximité. Son expérience offre un éclairage précieux sur des vulnérabilités jusque-là négligées. L'intersection entre les opérations de maintien de l'ordre et de renseignement présente d'importants angles morts. Elle explique à son équipe. La sécurité personnelle de nos agents de terrain dépend de la prise en compte systématique de ces points. Les recommandations qui en résultent sont mises en œuvre à l'échelle nationale, créant de nouvelles garanties pour les agents opérant sur le territoire national tout en établissant des frontières plus claires entre les activités de renseignement et les activités courantes de maintien de l'ordre. Irving Walker s'impose comme une figure de proue de la réforme policière, s'appuyant sur le cas d'Elsa, dont les détails classifiés ont été expurgés. Pour illustrer de manière convaincante comment les abus du système judiciaire peuvent être efficacement combattus. Manur Vachen, dont l'expertise technique s'est avérée décisive, travaille désormais avec le ministère de la Justice pour développer des systèmes sophistiqués d'analyse et d'authentification des images des caméras corporelles de la police. Ces algorithmes détectent les falsifications et établissent des chaînes de possession ininterrompues, rendant la manipulation des preuves considérablement plus difficile. Ces réformes ont des répercussions au-delà d'un seul service, influençant les normes policières dans de multiples juridictions. L'affaire devient une lecture obligatoire dans les écoles de police et les facultés de droit, décortiquée pour ses échecs et les mécanismes correctifs qu'elle a engendrés. Lors d'une conférence nationale sur les forces de l'ordre, Elsa est invitée, en tant qu'experte anonyme, à témoigner de son expérience et se retrouve face à face avec l'ancien chef de police qui a permis le comportement de Shawn et Julian. Une année a transformé la justice, passant d'une aspiration à une réalité tangible. Le bureau d'Elsa au siège de la CIA ne conserve qu'un seul souvenir de l'affaire, une ordonnance de justice encadrée abandonnant toutes les charges. Présentée non pas comme une justification personnelle, mais comme un rappel de système à la fois brisé et en voie de guérison. Sa promotion récompense sa gestion exceptionnelle d'une situation impossible, préservant la sécurité opérationnelle tout en garantissant la justice, protégeant les intérêts institutionnels tout en remédiant aux injustices fondamentales. Ces nouvelles responsabilités incluent la supervision des protocoles de sécurité des agents à l'échelle nationale, transformant son calvaire personnel en protection institutionnelle. De temps à autre, elle passe en revue les réformes en cours au sein du service de police où son affaire a débuté. Les changements apportés vont au-delà des simples formalités procédurales. Les arrestations ont diminué de 30%, tandis que les indicateurs de satisfaction de la communauté affichent une nette amélioration. Shawn Murphy purge sa peine dans un établissement fédéral. Sa condamnation comprend de multiples violations des droits civiques et des représailles contre un agent fédéral. Sa rage s'est muée en un profond ressentiment. Ses communications en prison sont surveillées pour détecter toute menace persistante.
Julian Torres est incarcéré dans un établissement à sécurité minimale. Sa coopération lui a valu une réduction de peine et une possible libération anticipée. Son esprit calculateur se concentre désormais autant sur la survie que sur la rédemption. Il témoigne régulièrement contre des officiers supérieurs, démantelant ainsi le système corrompu qu'il a autrefois si bien géré. Le quartier où Elsa a été interpellée s'est transformé. Les habitants témoins de son humiliation ont mis en place un programme de surveillance communautaire visant non pas à signaler les personnes suspectes, mais à garantir la responsabilité de la police et la sécurité de tous. Irving Walker a créé un centre juridique à but non lucratif spécialisé dans les cas de mauvaise conduite policière, avec une attention particulière portée au profilage racial. Installé dans de modestes bureaux en centre-ville, le centre offre une représentation à ceux qui ne bénéficient pas des ressources ou de la position d'Elsa. De nombreuses victimes de Shaun et Julian ont vu leurs condamnations annulées grâce aux efforts du centre. Par une fraîche matinée d'automne, Elsa rend visite à l'une de ses familles, Marcus Johnson, qui a passé 26 mois en prison après que Shaun et Julian ont dissimulé de la drogue dans sa voiture. Libéré il y a 4 mois, il s'efforce de reconstruire une vie brisée par une injustice systématique. Ils sont assis dans le salon de sa mère, la conversation s'enchaînant avec une aisance inattendue. Elsa ne révèle pas ses liens avec la CIA, se présentant simplement comme quelqu'un ayant subi une injustice similaire. Le plus dur, ce n'est pas seulement le temps perdu, explique Marcus. Les mains serrées autour d'une tasse de café, c'est le sentiment que le système peut décider de votre vérité, quelle que soit la réalité. Elsa hoche la tête. Cette violation de l'équité fondamentale persiste même après la justification. Exactement. Marcus l'observe pensivement. Comment as-tu trouvé la force de te défendre? La plupart des gens acceptent simplement l'appel. En reconnaissant que ce n'était pas seulement moi, répond Elsa prudemment. Chaque cas compte. Mais contester le système lui-même crée une protection pour tous. Plus tard, en retournant à sa voiture, le téléphone sécurisé d'Elsa vibre. Le nom de son responsable apparaît à l'écran. Cette mission de sensibilisation communautaire ne faisait pas partie de votre description de poste, note-t-il sans préambule. Certaines responsabilités transcendent les descriptions de poste, répond-elle. Un silence s'installe entre eux. Auriez-vous géré les choses différemment, sachant le risque professionnel que vous avez pris? Votre couverture aurait pu être définitivement compromise. Elsa réfléchit sincèrement à la question. La justice ne se résume pas à des cas individuels. Il s'agit de changer les systèmes qui favorisent l'injustice. Parfois, cela exige des risques calculés. Le directeur lui adresse ses salutations, ajoute son responsable après une nouvelle pause. Les nouveaux protocoles que vous avez élaborés sont mis en œuvre dans toutes les opérations nationales. Votre expérience permet de protéger les autres. C'est ce qui compte. Conclut simplement Elsa. En s'éloignant, le quartier paraît différent de ce qu'il était il y a 1 an. Non pas que le paysage ait changé, mais parce que l'écosystème humain qui y évolue a entamé un long processus de transformation. L'affaire, qui a débuté par un simple contrôle routier corrompu, a catalysé des changements qui vont bien au-delà de 2 agents ou d'un seul service. Les répercussions continuent de se propager, modifiant les comportements institutionnels, la jurisprudence et les attentes de la communauté de manière à la fois mesurable et profonde. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la capacité à nuire aux autres, mais dans le courage de s'opposer à l'injustice systémique, même seul. Si l'histoire de courage et de justice d'Elsa vous a touché, ne laissez pas votre parcours s'arrêter là. Abonnez-vous dès maintenant pour rejoindre la communauté Beat Stories, où nous vous proposons des récits poignants de justice, de rédemption et de triomphe contre toute attente. Chaque semaine, nous vous proposons des histoires qui non seulement divertissent, mais mettent également en lumière des enjeux sociaux cruciaux qui nous touchent tous. Si vous croyez en la nécessité de lutter contre l'injustice, cliquez sur le bouton « J'aime » de cette vidéo et aidez-nous à diffuser ces messages importants auprès de ceux qui en ont besoin. Vos mentions, j'aime, et vos partages nous aident directement à toucher davantage de personnes avec ces histoires transformatrices. Ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début de ce qui se passe lorsque la vérité rencontre la visibilité.